Je pense que ce qu'il faut souligner, c'est que Trump, c'est un accélérateur, d'une chose inéluctable qui était la défaite de l'Ukraine, même avec l'aide de l'OTAN. Le calcul des potentiels que j'avais fait, mon livre a été publié en février de l'année dernière, mais en fait, j'aurais pu l'écrire. Alors, il aurait été moins documenté parce que, encore une fois, comme j'ai expliqué, tout ce que j'ai analysé a été, en 2023, documenté par toute la presse économique, par exemple. L'aspect économique est extrêmement important et je pense que c'est là où, d'ailleurs, l'Occident a péché le plus, hein, c'est la sous-estimation du potentiel économique russe et la transformation du monde. C'est-à-dire que c'est tout simplement qu'ils n'ont pas vu que depuis 2017, l'économie chinoise, elle est supérieure à l'économie américaine. Et qu'aujourd'hui, en parité de pouvoir d'achat, je crois que c'est 34 000 milliards de dollars de PIB contre 27 000 milliards. Petit problème de VPN peut-être. Non, j'ai Ça va. coupé là. Ça va. Donc Vous c'est pouvez ça. reprendre. Donc Trump est un accélérateur, je dirais, de la défaite de l'Ukraine et on peut dire de l'Occident, parce que quoi qu'il arrive, ce sera une défaite. Alors Trump est suffisamment habile pour ne faire en sorte que ce ne soit pas considéré comme sa défaite. Et en plus, contrairement à ce que j'ai lu, y compris dans des médias qui sont plutôt, avec lesquels je suis plutôt d'accord d'habitude, l'image de la défaite américaine en Ukraine, ce ne sera pas l'Afghanistan. Il n'y aura pas d'hélicoptères qui vont décoller de l'ambassade des États-Unis Ouais. à Kiev. Il n'y a pas de troupes américaines officiellement sur le front kievien. Donc en fait, non, au bout de 3 mois, la population américaine aura oublié l'Ukraine. Elle ne sait déjà pas où ça se trouve et elle sera déjà passée à autre chose. Et finalement, même pour l'Afghanistan, j'avais pris l'exemple d'un de mes amis américains, j'avais dit 3 mois après, j'avais dit alors, cette humiliation en Afghanistan, il m'a dit tout le monde a oublié. Et c'est ce dont ne se sont pas rendus compte les Ukrainiens, mais je me souviens d'un des premiers talk shows auxquels j'ai participé aux États-Unis, en Russie, c'est sur la chaîne Mir 24. Eh bien, j'avais dit à un journaliste ukrainien qui était là, je dis: «Est-ce que vous croyez réellement que vous intéressez les États-Unis? Est-ce que vous croyez vraiment que l'Amérique s'intéresse à vous?» Et il avait été un peu bête en disant, j'ai dit: «Regardez, les précédents, de ceux qui sont crus les grands alliés de l'Amérique, Milosevic, Saddam Hussein, Noriega et ainsi de suite». Et là, il avait été un peu décontenancé. Et après, il a été venu me voir en me disant: «Oui, bon, c'est vrai qu'on ne sait pas trop». Voilà. Le résultat, c'est ça, c'est que finalement, ce à quoi on assiste avec Trump, c'est l'accélération de quelque chose qui était inéluctable. Mais même Kamala Harris, si elle avait été élue, aurait dû admettre sa défaite. Ça aurait pris plus de temps, la guerre aurait duré plus longtemps, mais cela dit, c'est pas encore terminé, hein, on va y revenir. Je vais répondre là maintenant enfin, à votre question. Pour moi, je suis comme les Russes aujourd'hui, raisonnablement optimiste. Mais il y a la question du cessez-le-feu qui a été promu par Donald Trump, qui veut rapidement un cessez-le-feu. Emmanuel Macron a rebondi là-dessus, mais le cessez-le-feu, d'après les exigences qui ont été données par Vladimir Poutine en juin dernier, qui sont celles qui ont été répétées par Nebenza, le porte-parole de la Russie, enfin le représentant de la Russie à l'ONU, au Conseil de sécurité de l'ONU, qui a été répété par Sergei Lavrov, c'est le départ de l'armée ukrainienne des territoires russes, des nouveaux territoires russes. C'est-à-dire Les 4 c'est-à-dire oblasts. Kherson, voilà, ils rentrent Kherson, ils donnent Zaporozhye où les Russes n'ont jamais mis les pieds et ils abandonnent. Alors là, on peut estimer que les deux villes où a démarré le soulèvement du Donbass, Slaviansk et Kramatorsk. Donc ça veut dire que l'ordre est donné à l'armée ukrainienne de faire un bond en arrière de manière significative. Et ils quittent la région de Kursk. Mais là, bon, étant donné la situation sur le terrain, quoi qu'il arrive, je pense que ça sera même plutôt pour eux une solution de se sortir Un sans soulagement. trop se faire humilier. Parce que les Russes sont en train de les enfermer à l'intérieur de ce saillant. C'est l'opération. Pourtant, l'offensive de 2023 était déjà bien débile, hein, l'été 2023. Mais là, l'opération de Kursk, alors là, on a battu tous les records. C'est totalement absurde. C'est ce que Vladimir Poutine a dit il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et donc en fait, c'est ça qu'il faut voir. Si jamais réellement Trump veut un cessez-le-feu, je ne dis pas un traité, mais un cessez-le-feu, l'armée ukrainienne doit se retirer au-delà des nouvelles frontières russes. Et ça, c'est la chute de Zelensky, c'est-à-dire c'est le soulèvement d'une partie des unités de représailles comme Azov, comme alors dans toutes leurs émanations, hein, ils ont changé de nom, Pravi Sector, etc., etc. Et ça, c'est quand même pas gagné à faire accepter. Alors, si l'ordre est donné par l'exécutif ukrainien, bon, les soldats, je pense que la plupart des soldats ukrainiens vont mettre crosse en l'air et rentrer à la maison, exactement comme l'armée russe en 1917, au début de 1917. Mais et là, effectivement, là, il y aura peut-être quelques unités qui vont rester, et puis qui, elles aussi, finiront par partir, parce que l'armée russe, évidemment, elle va avancer. Voilà. Si cet ordre n'est pas donné, il n'y a pas de cessez-le-feu. Et dans ce cas, les négociations continuent
avec sur le fond de la continuation de la guerre et de l'avancée permanente, régulière de l'armée russe. On pourra en reparler. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, ce qui va être décisif, c'est le fait que les États-Unis cessent de fournir de l'armement à l'Ukraine. Et Trump l'a répété qu'aujourd'hui, il n'y avait plus d'armement fourni. Et donc, c'est peut-être ça aussi ce que veut faire Trump. C'est-à-dire que je pense qu'il est conscient de la difficulté d'obtenir de Zelensky ou de celui qui le remplacera le retrait de l'armée ukrainienne des frontières de la Russie. Mais en revanche, ce qu'il peut dire, c'est au bout de 100 jours, il doit en rester quelque chose comme 70. Au bout de 100 jours, bon, les Européens ne comprennent rien, Zelensky ne comprend rien, puisque c'est comme ça, on s'en va. Si vous voulez acheter des armes, notre complexe militaro-industriel est à votre disposition, il l'a déjà dit, et puis vaille que pourra. Et là, ça veut dire de toute manière aussi que l'Ukraine va perdre, c'est inéluctable, et ça durera un peu plus longtemps. Il a les vraies informations sur l'économie russe, il a les vraies informations sur les pertes ukrainiennes, même s'il maintient comment dirais-je, le 1 million de pertes russes, tout ça, c'est absurde. Mais il a annoncé 700 000 pertes pour l'armée ukrainienne, c'est déjà énorme. C'est déjà. Et finalement, Zelensky est coincé par ces deux chiffres qu'a donné Donald Trump, 4% de popularité, ce que je pense c'est vrai. Des échos que j'ai, parce que j'ai des contacts dans beaucoup de villes d'Ukraine, y compris à Lvov, c'est que Zelensky, la population le hait. Vraiment, le mythe d'un Zelensky soutenu par 57%, c'est fait d'ailleurs, mon ami Nicolas Mirkovitch le disait il n'y a pas longtemps, sur GPTV précisément, sur Divergence, on disait l'agence qui a fait le sondage était financée par l'USAID. Donc, ce n'est pas un chiffre qui pourrait être pris avec sérieux. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit petit à petit que Donald Trump a accès aux vraies informations. Et je pense qu'aussi, ce qui doit être décisif, c'est les informations sur l'économie russe. Puisque je pense que Trump est arrivé le 20 janvier avec cette idée que l'économie russe était au bord de l'effondrement. Et c'est l'idée qu'on veut nous vendre pour nous encourager à continuer les sanctions. Et là, on voit un mécanisme tout à fait intéressant, j'en parlerai dans mon bulletin. Mais on a de nouveau, on a eu deux articles, un dans le Challenge en France plutôt, et un dans le Figaro, qui reprennent une analyse de l'ASW, donc l'Institute of Study of War, de Victoria Nuland, en fait. Donc, c'est les néoconservateurs américains qui expliquent que si cette fois c'est bon, l'économie russe va s'effondrer en 2026. Oui, toujours. Ah, c'est dommage, une coupure à ce moment-là. Avoir des nouvelles des néoconservateurs de Victoria Nuland, c'est un régal. Je vois que l'image de Xavier Moreau s'est figée. Xavier, on en était, je pense que vous êtes à nouveau en ligne. Xavier, nous en étions à Victoria Nuland et aux nouvelles des néoconservateurs. Donc, ce qu'il faut de l'économie russe. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la classe dirigeante européenne, notamment en France et en Allemagne, elle est encore sous l'emprise du Parti démocrate et des néocons. Puisque donc l'ASW sort un article qui nous annonce une fois de plus que l'armée russe n'a plus de chars, etc., que l'économie russe, et c'est repris dans le Figaro, c'est repris dans le Challenge, etc. Et donc, ça explique aussi pourquoi J.D. Vance et Trump veulent détruire les néocons là où ils se sont réfugiés, c'est-à-dire en Europe. C'est-à-dire que, contrairement à ce que disait Emmanuel Todd disait mais si Musk soutient l'AfD veut faire de l'Allemagne great again, un grand pays industriel, donc ça va être un concurrent aux États-Unis. Mais la priorité pour Trump, pour Musk, pour J.D. Vance, c'est la destruction des néoconservateurs en tant qu'idéologie. Et donc aujourd'hui, il est clair, d'ailleurs c'est ce qu'a dit Viktor Orban, Soros est en train de déménager en Europe pour s'y installer et pour maintenir ce cancer, pour le faire métastaser en Europe, en attendant que la roue tourne aux États-Unis. Et ça peut attendre longtemps parce que oui, Trump ne peut faire qu'un mandat, mais si c'est J.D. Vance qui prend sa suite, ça risque pas de s'améliorer pour les néoconservateurs et le gauchisme international. Donc on est dans cette configuration-là. Donc voilà un peu qu'est-ce qu'on peut attendre de l'avenir. J'ai fait un peu une digression, mais le scénario évidemment le plus favorable, c'est si Trump réussit à tordre le bras à Zelensky, que Zelensky donne l'ordre à son armée de se replier. Ouais. J'ai pas l'impression que ça va arriver. Je pense qu'on va plutôt arriver au bout de 100 jours à bon,
Zelensky veut rien entendre, les Européens ne comprennent rien, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Et en plus, on Ah voit oui? derrière, sur le fonds de récupération des terres rares, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Là, désormais, donc Trump a d'abord parlé de 300 milliards, 500 milliards. Ce matin, je lisais, il parle de 1000 milliards. Bon, j'ai plutôt l'impression qu'en fait, il veut acculer Zelensky, puisque si Zelensky accepte ce genre de deal, évidemment qu'il est encore plus discrédité auprès de la population ukrainienne. Et s'il ne l'accepte pas, Trump aura une excuse pour larguer le bébé. Donc, je pense qu'on va plus vers un départ ce qui est plus réaliste, c'est d'attendre un départ de Washington, la fin du soutien de Washington à Kiev, plutôt que l'exécution des exigences russes pures et simples, notamment pour obtenir un cessez-le-feu. Voilà l'analyse que je fais aujourd'hui. Ah oui, mais ça aurait de drôles de conséquences et pour l'Europe et pour l'Ukraine, parce que à ce moment-là, ça se terminera en capitulation totale. Ah bah c'est la fin. Hein. De toute manière, ça va se terminer par une capitulation de l'armée ukrainienne. Si jamais l'ordre est donné de retirer l'armée, encore une fois, des frontières russes, c'est une défaite monstrueuse. Surtout, c'est d'ailleurs ce qu'on nous a expliqué depuis 3 ans, en comptant les mètres carrés. Oui, mais les Russes prennent des mètres carrés. Ils ont pris que 4500 km² en 2024, Il montre ses etc. cartes. Hein. Voilà. Il montre ses cartes à l'envers. Hein. Il est à Voilà, l'envers. voilà. Tout Macron. ça, tout ça est absurde. L'armée russe, et ça, mon ami Sylvain Ferreira l'explique très bien, est en train de détruire l'armée otano-kievienne. En Par plus, attrition. elle peut avancer. Elle profite bien sûr pour avancer, pour libérer les territoires, mais son but numéro 1, c'est la destruction de l'outil militaire kievien. Et ce qui fait qu'une fois que l'outil militaire est détruit, et nous, on l'a subi en 1940, une fois que vous êtes encerclé, balayé, etc., vous entrez dans Paris sans combat. Et c'est ce qui arrivera. Et donc, si jamais les exigences de Vladimir Poutine, donc pour un cessez-le-feu, vous commencez par retirer votre armée du territoire russe, ça reviendra, en fait, ça veut dire que la défaite militaire a entraîné une défaite politique et que tous ceux qui comptaient les kilomètres carrés, les mètres carrés en disant ah oui, mais les Russes, ils ont pris que tel. Voilà, ce qui est idiot, parce qu'en plus, les Russes ont pris la partie la plus riche de l'Ukraine. Hein. Donc, Oui. tout ça, c'est tout le narratif qu'on nous a donné au début qui va s'écrouler. Alors, il reste le nouveau narratif, ça, je l'avais annoncé dès 2022. Au moment de la défaite, ils vont nous expliquer que oui, mais bon, attention, Poutine voulait prendre toute l'Ukraine et finalement, il va en prendre que 30%. Qu'un Donc petit ça, bout, oui. j'ai vu que le général Trinquant avait déjà commencé. C'est l'ultime argument, comme si la Russie voulait s'emparer de la Galicie et de la Volhynie. Ça, ils vont laisser ça à la Pologne si elle en a envie, ce qui n'est pas certain. C'est ça qui va se passer. Donc, on a des tas de choses possibles et quoi qu'il arrive, ça va se finir très mal pour l'Ukraine par rapport à ce que le régime de Kiev aurait eu s'il avait appliqué les accords de Minsk ou même s'il avait appliqué les accords d'Istanbul. Parce que c'est ça aussi, là aujourd'hui où on en est. Quoi qu'il arrive pour Zelensky, il va regretter d'avoir écouté Johnson. Il va regretter d'avoir écouté Blinken qui, il y a 3 ans, lui ont dit non, non, on va faire la guerre, on va te soutenir, tu vas gagner la guerre, tu Évidemment. étais un nouveau Winston Churchill, etc., etc. Et cet idiot l'a cru. La réalité, c'est ça, c'est qu'il l'a cru. Il s'est pris pour Winston Churchill. Il a été habité un moment, Oui. au lieu de faire un calcul des potentiels, encore une fois, s'il avait fait le calcul des potentiels, il serait rendu compte qu'il avait, quoi qu'il arrive, perdu la guerre. Et la Et guerre a quand même beaucoup rapporté à son entourage et puis peut-être à lui-même aussi. C'est peut-être une autre il était déjà avant même la guerre. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il voulait déclencher l'épuration ethnique du Donbass, puisqu'il était en chute dans les sondages. Il était dans les Pandora Papers. La situation économique en 2021 était catastrophique pour l'Ukraine. Et donc, en fait, la guerre était un peu la guerre était pour Zelensky en 2021 ce qu'elle est aujourd'hui pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire un moyen de parler d'autre chose que des sujets qui fâchent. On est Notamment d'accord. des sujets de l'instabilité économique, le fait qu'on va, là, on attend les notations des agences Fitch, Standard & Poor's et autres qui vont vraisemblablement dégrader notre dette puisque le pays est incapable de se réformer. On est vraiment à la fin des années 80 en URSS. Hein, je parle de la France. Donc voilà. Donc en plus, ce sont des régimes autoritaires. Le régime Zelensky était une dictature avant l'opération militaire spéciale. Hein. Il avait enfermé son principal opposant, Medvedchuk. Il avait fermé les 3 chaînes d'opposition qui n'étaient même pas pro-russes d'ailleurs en Ukraine, mais simplement qui étaient pour la paix avec la Russie.
Et c'est comme en France, en fait. Moi, je suis pro-russe, je l'assume complètement, mais si vous dites l'Ukraine a perdu la guerre ou l'important c'est la paix, vous êtes pro-russe. Voilà, si vous êtes pro-français, en fait, vous êtes pro-russe. Et, C'est et ça, donc, c'est ça. Mais oui. voilà. Moi, je suis pro-russe. Je suis pro-russe parce que je suis citoyen russe, que je suis reconnaissant vers un pays qui m'a tant donné, parce que j'y ai 5 enfants, donc 4 garçons qui pourraient être entraînés dans une guerre si jamais celle-là n'est pas résolue quand ils seront adultes. Donc oui, je suis pour la victoire de la Russie, pour qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Mais j'entendais sur LCI, puisque en ce moment, c'est vrai que c'est un peu un plaisir malsain, mais de voir tous ces dépressifs s'entretuer, c'est quand même assez rigolo. Je voyais, c'était Emmanuel de Villiers, je crois. Il commence à faire venir des gens qui disent pas la même chose que le narratif général, et qui a provoqué une crise d'hystérie chez cette pauvre Samantha, je sais plus comment elle s'appelle, Samantha calme-toi, je sais plus trop quoi. Bon, en tout cas, et en fait, lui est traité de pro-russe juste parce qu'il dit non, mais c'est bien que la paix arrive, et de toute manière, l'Ukraine ne peut pas gagner. Ce qui aujourd'hui, ce sont deux évidences. Mais à cause de ça, il est traité de pro-russe. Voilà donc l'état des lieux. La chaîne de Monde Multipolaire rappelle qu'il y a de la place pour un monde multipolaire plus juste. Nous n'encourageons pas la violence et souhaitons vivement le retour de la paix. Merci de votre attention, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like, notre Telegram sera bientôt disponible. Passez une bonne journée. Au revoir.